Alors, ce que vous avez devant les yeux, c'est le ciel tel qu'il vous apparaîtrait ce soir, si les nuages voulaient bien laisser la place. Le paysage qui est représenté, bon, c'est un paysage quelconque qui n'a pas de valeur autre que de symboliser l'environnement. Par contre, tout ce qui est au-dessus, tout ce qui est dans le ciel, c'est effectivement ce que vous verriez ce soir. Les indications, moins, parce que bien entendu, les étiquettes ne sont pas comprises dans la prestation réelle. Voilà, ce soir, vous verriez ceci. Ça vous parle peut-être pas beaucoup. Si on trace des choses comme ça vous parle peut-être un petit peu mieux. Ce que vous verrez tout de suite, bien entendu, ce que vous remarquerez tout de suite, c'est la Lune. C'est la Lune ce soir, qui sera dans cette configuration-là. Vous voyez, c'est un premier quartier. Un premier quartier sur lequel, si vous avez de bonnes jumelles, vous pourrez repérer un peu sa géographie. Bien entendu, les étiquettes ne sont pas comprises. La Lune qui se trouve dans la constellation du Lion. Vous voyez la constellation du Lion. Alors que les artistes représentent parfois sous cette forme. Non loin du Lion, vous trouverez facilement la constellation des Gémeaux. La constellation des Gémeaux dans laquelle vous pourrez remarquer la planète Mars. Qui aurait cette allure-là si vous disposiez d'un télescope. Sans instrument, à l'œil nu, ça vous apparaîtra comme une étoile assez brillante et de couleur orangée, rougeâtre. Tout proche de l'horizon et prête à aller se coucher, la planète Mercure. La planète Mercure, dont avec un instrument suffisamment puissant, vous pourriez remarquer qu'on ne la voit pas en entier. C'est comme la Lune, alors elle a une phase, et sa phase ce soir, ce serait un croissant, un premier croissant. Alors ici, il est 22 heures à peu près, même voilà, 22h23. Si on était venu un tout petit peu plus tôt, déjà on s'aperçoit que la nuit n'est pas encore tombée, à 21h et quelques, là 21h24, la nuit n'est pas tombée. À la tombée de la nuit, on verrait disparaître à l'horizon la planète Vénus. Voilà, qui aurait à peu près cet aspect-là dans un télescope. Et vous avez ici une carte qui vous représente un petit peu ces principaux reliefs.
deux caractéristiques encore ce soir, bien entendu, comme tous les jours de l'année, vous pourriez repérer la grande ours. Alors en fait, de grande ours, on parlerait plutôt de casserole. Hein. Vous remarquez la casserole qui est ici, qu'on appelle communément la grande ours, sachant que la grande ours, en réalité, ça n'est pas que la casserole, c'est tout cet ensemble-là, qui est beaucoup plus vaste que la casserole. Pour vous en faire une idée, en voilà une représentation. D'accord? La grande ours, c'est tout cet ensemble d'étoiles. Bon, il est vrai que celle-ci étant beaucoup moins lumineuse, beaucoup moins visible que les 7 qui composent la casserole ou le chariot, on va dire par abus de langage, hein, on parle de grande ours lorsqu'on parle de chariot. Lorsque nous avons la grande ours, comment se repérer dans le ciel? Vous voyez le bord extérieur de la casserole, hein, on a le manche de la casserole, on a le récipient. Le bord extérieur du récipient, vous le prolongez de 5 fois sa longueur. 1, 2, 3, 4, 5. Pour trouver une étoile un peu particulière qui se trouve ici. Vous la voyez? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette étoile? C'est l'étoile polaire. C'est l'étoile polaire. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Bon, tout le monde le sait plus ou moins. Hein. Sa position est telle qu'elle se trouve à peu près en prolongement de l'axe de rotation de la Terre sur elle-même, de l'axe nord-sud de la planète Terre. Si bien qu'elle a une position qui est relativement constante dans le ciel. En effet, vous allez voir que si on accélère le temps, par exemple, alors pour ça, on va éteindre le soleil parce que pour rester dans la nuit, même en plein jour, vous voyez que si on accélère le temps, les étoiles, l'ensemble du ciel, en fait, semble tourner autour de l'étoile polaire. D'accord? Tout ça à cause de cette caractéristique, hein, de l'étoile polaire, qui est d'être sur l'axe de rotation de la Terre, donc fixe. Vous voyez ce qui se passe ici? Regardez bien. Vous avez l'ISS, la Station spatiale internationale, qui est en train de traverser le ciel. Là, vous voyez? Elle est représentée ici, bon, pas sous sa forme exacte, elle est représentée par un gros point, parce qu'elle est très très lumineuse. Donc, vous voyez, à 22h10, hein, si le ciel est dégagé, vous la verrez traverser le ciel. Elle se voit très très bien, elle est très facile à repérer. Sa traversée du ciel peut prendre jusqu'à une dizaine de minutes, hein, suivant les trajectoires qu'elle aura. Ça, c'est un coup de chance. On a vu donc les planètes Mercure, Vénus, Mercure, Mars. On a vu la Lune.
Vous aurez devant vous ce soir également la constellation de la Vierge. C'est assez facile à repérer. Et puis, vous ne pouvez pas manquer cette étoile qui est très brillante et qui s'appelle Arcturus. Arcturus, qui est l'étoile principale de la constellation du Bouvier. Le Bouvier. Et puis une constellation qui est intéressante, c'est Hercule, qui est intéressante pourquoi? Parce que, alors, à cette saison, vous voyez qu'elle est, à l'est-nord-est, en fait, elle vient de se lever, et d'entamer sa traversée du ciel du soir, de la nuit. Et dans quelques temps, tout l'été, vous la verrez, vous la verrez tout de suite en face de vous, hein, en regardant vers le sud. Elle sera tout à fait visible très tôt dans la soirée. Dans cette constellation, on trouve un objet un peu particulier qui s'appelle un amas globulaire, qui porte le nom d'amas d'Hercule, bien entendu, et qui, dans un télescope, ressemblerait à quelque chose comme ça, vous voyez. Un autre amas se trouve ici. Bon, qui se ressemble beaucoup, hein, c'est aussi ce qu'on appelle un amas globulaire. Bon, celui-ci est beaucoup moins visible. Le tentacule, on peut le discerner à l'œil nu. On ne le voit pas sous la forme, bien entendu, détaillée qu'on a vue tout à l'heure, hein, comme au télescope. Si on laisse passer un peu de temps, si vous avez le courage, de rester toute la nuit devant le ciel, et bien dans quelques temps, vous verrez au petit matin, vous verrez se lever Jupiter. Vous voyez, vers 3 heures du matin, vous verrez se lever Jupiter. Jupiter qui aurait cet aspect-là. Vous voyez, un peu strié comme un zèbre, et accompagné de ces 4 principaux satellites. Ces 4 satellites qui ont été découverts par Galilée grâce à sa lunette, et qu'on appelle pour cette raison les satellites galiléens, hein, qui sont les 4 seuls satellites de Jupiter qu'on peut effectivement voir parfois à l'œil nu dans de très bonnes conditions, en tout cas avec de bonnes jumelles, et avec nos télescopes d'amateurs, on les voit très très bien. On les voit très très bien et on peut facilement assister, si on prend un peu de temps, on peut assister à leur balai autour de la planète. Vous voyez, j'accélère le temps, regardez la position des satellites. Vous voyez Io qui passe derrière. Vous voyez les autres qui tournent, hein, suivant leur orbite. Voilà, là, il va faire bientôt jour. On va éteindre le soleil, hein, pour voir ce qui se passe.
Là, bien évidemment, au Soleil, vous n'avez plus ça. Vous voyez Io qui sort de derrière. Vous voyez les autres planètes qui continuent leur course. Et quoi qu'il arrive, elles sont toujours bien alignées. Elles sont toujours bien alignées, toutes les quatre. Alors, elles changent de place, hein, elles changent de position sur cet axe, mais elles restent toujours alignées. Vous voyez? Le balai des planètes de Jupiter. Alors, si on veut revenir à notre soirée, voilà, on est là. Hein. Ah, j'ai tout perdu. Voilà. On revient. Alors, vous voyez que bon, notre planète Jupiter, elle est sous l'horizon hein, à ce moment-là. Donc, on va revenir à notre horizon du soir. On va remettre notre ligne d'horizon. Voilà. On est revenu en pays connu. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, on a dit que demain matin, donc vers 3 heures, on allait voir se lever Jupiter. Voilà, par là. Par là. Bon, on va éteindre le soleil hein, pour voir ce qui se passe dans le ciel. Où est-ce qu'on était là? Voilà. Vous voyez le soleil se lève vers 6 heures du matin. On voit le soleil se lever. On a vu se lever Jupiter. Et presque en même temps que Jupiter, Saturne se levait. Saturne, qui vu au télescope, aurait à peu près cette allure-là. Vous reconnaissez la planète avec ses fameux anneaux hein, et quelques-uns de ses principaux satellites aussi qui sont visibles au télescope. Donc c'est quand même une journée faste hein, où on pourrait voir à peu près les 5 planètes les plus importantes hein, du système solaire dans la même journée, 2 le matin et 3 le soir. C'est pas tous les jours qu'on a cette chance. Après avoir fait ce petit tour d'horizon, eh ben, j'ai envie de vous laisser un petit peu, j'ai envie de vous laisser passer commande, soit de m'interroger sur sur ce que je viens de vous montrer, soit de me demander, voilà, de proposer une autre vision.
Oui, vous avez Non, il n'y parlé a tout à pas. l'heure, vous avez parlé tout à l'heure Oui. d'amas globulaire. Qu'est-ce que c'est un amas globulaire? Alors, un amas globulaire, bon, effectivement, je peux vous le dire tout de suite, mais c'est très bien de me poser la question. En fait, un amas globulaire, c'est un paquet d'étoiles. Hein, je crois que c'est la meilleure définition qu'on puisse en donner. Bon, bah, si tu veux, C'est un je l'ai. paquet d'étoiles. Ce sont des étoiles qui sont très proches, très très proches les unes des autres et qui forment un système. Il y a différents types d'objets. Hein. Les amas globulaires sont les plus fréquents. On parle de galaxies aussi. Alors, est-ce qu'on va avoir une galaxie soit à se mettre sous la dent là? M92, c'est aussi un amas globulaire. C'est sur l'astronomie virtuelle. Je sais pas. Voilà, ici on a une galaxie, par exemple. Hein, c'est un autre type d'objet, hein, les galaxies, qui peuvent avoir cette allure. Vous voyez, galaxie spirale. Galaxie spirale ou la galaxie du cigare, qui est un autre aspect caractéristique. En fait, c'est parce qu'elle est vue, au lieu d'être vue de face, elle est vue par la tranche. Hein, donc elle a une autre allure. Vous voyez à quoi elle ressemble au télescope? Enfin, dans un télescope très puissant. Hein, cette image-là n'est pas faite avec nos instruments d'amateurs. Avec nos instruments d'amateurs, on verrait peut-être quelque chose comme ça, mais moins les couleurs. Une galaxie encore. Vous voyez, celle-ci est moins spectaculaire que la précédente. On discerne moins ces circonvolutions. Ai-je répondu à votre question? Absolument, oui, merci. Il y a une autre question, dit, et la Voie lactée? Et la Voie lactée. Très bonne question. Très bonne question. Et la Voie lactée. Alors, j'ai l'impression qu'elle n'est pas affichée là. On va, voilà, on va faire le nécessaire pour l'afficher. Mais si pourtant. Pôle céleste. Ah. Tiens, bah, tant qu'on est là, vous voyez, on parlait de paysage tout à l'heure. L'horizon que vous voyez là, hein, c'est ce paysage-là. Et on peut effectivement avoir d'autres paysages pour faire la démonstration. Là, on a la ville de Genève. Bon, mais j'aime bien celui-là parce qu'il ressemble un petit peu à nos campagnes. La Voie lactée. Alors, pourquoi n'était-elle pas affichée? Pourquoi ne la voit-on pas? Peut-être tout simplement parce qu'elle n'est pas visible hein, à cette heure du soir, à cette heure-là du soir. Si on avance un peu dans le temps et qu'on se trouve, voilà, au mois de juillet. Non, on la voit toujours pas, effectivement. Alors, on va la trouver, on va la trouver. On va la trouver, j'espère bien.
Ah ah. Ah ah. Vous m'avez posé une colle. Vous m'avez posé une colle. Non, c'est pas ici non plus. Alors, ah bah ça alors. Objet du système solaire, c'est pas ça. C'est pas ça. Équateur, méridien, champ visuel. Non, c'est pas ça. Les paysages, c'est pas ça. Ah bah décidément. Donc, on va peut-être passer à une autre. Voilà. Ouais. Oui. Vous pourriez nous montrer, Guy, s'il vous plaît, comment dire, une éclipse solaire ou une éclipse lunaire? Eh bien, écoutez, j'ai envie de revenir à ce moment-là à la fameuse éclipse dont tout le monde se souvient, Oui. de 1999. En 1999, au mois d'août, le 11, exactement, le 11 août 1999, aux environs de midi, que s'est-il passé? Aux environs de midi, bon, bah, effectivement, il faisait jour, hein, on voit bien le soleil, là. Et où était la Lune ce jour-là? Où était la Lune? Regardez bien. Vous voyez où elle est? À midi 31. À midi pile. Ah, attendez, je ne suis pas sur le bon mois là. Voilà. Regardez où elle était. À midi pile. Elle cachait le soleil. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas un croissant de lune. C'est un croissant de soleil. Regardez ce qui s'est passé. Vous voyez où elle est la lune? Elle est là, hein? Et le soleil ici, d'accord? Alors attendez, on va faire un petit peu, voilà, on va faire le noir pour mieux apprécier les choses. Vous voyez, il est 11h là, 11h05. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Voilà, ce que vous voyez ici, c'était ce que vous auriez pu voir ce jour-là à Grenoble. Donc vous voyez que l'éclipse n'est pas totale, puisque au plus fort de l'éclipse, on voit subsister un très très fin croissant de soleil. Hein? Si vous aviez été dans une autre région de France, comme par exemple à Caen, dans le nord de la France, hein, en Normandie,
qu'est-ce que vous auriez vu? Eh bien, eh bien, eh bien. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez vu? Aïe. Regardez bien. Vous voyez, éclipse totale. Éclipse totale. C'est ce qui s'est passé sur toute une bande au nord de la France, hein, qui allait de la Normandie à l'Alsace. L'éclipse était totale. Et ça se passait en plein jour, hein, bien sûr, puisque c'était autour de midi, vous voyez. Et donc, à ce moment-là, au moment de l'éclipse totale, alors contrairement à ce qui apparaît sur l'écran maintenant, puisque bon, pour le logiciel, il fait jour. Mais en réalité, à ce moment précis, il faisait nuit. Il faisait nuit, comme si le soleil s'était éteint. Et les étoiles sont apparues pendant un bref instant, hein, pendant quelques minutes, moins de 2 minutes en fait, hein, pendant la durée de la totalité de l'éclipse. Et on a très nettement pu apercevoir la planète Vénus, hein, qui n'était pas très loin, et la planète Mercure. On les a très très bien vus. Enfin, moi j'étais en Normandie à cette occasion-là, et je peux vous assurer que le spectacle était impressionnant, hein. Voilà donc une éclipse solaire. Maintenant, vous savez que dans quelques jours, le 26 mai exactement, il va se produire une éclipse lunaire. Vous le savez, peut-être pas. Une éclipse lunaire, c'est-à-dire... Allez, on va sortir de là. Guy, il y a une personne qui écoute et qui a 10 ans, qui est tout à fait d'accord pour voir l'éclipse solaire, hein. On vient de la voir. Mais... Hein, l'éclipse solaire, c'est celle que je viens de vous montrer. Là, je vais vous parler de l'éclipse lunaire, hein, qui va avoir lieu dans quelques jours. C'est de celle-là que vous voulez me parler? Oui, c'est-à-dire qu'il était très content de la voir, mais maintenant on passe à l'éclipse lunaire. Voilà, on va passer à l'éclipse lunaire. Donc, il va se produire dans quelques jours, hein, le 26 exactement. Vous voyez que j'interviens sur la date ici en bas, hein, le 23, le 24, le 25, le 26. Alors, par contre, cette éclipse lunaire, on ne la verra pas chez nous. On ne la verra pas chez nous, donc parce qu'elle sera sous l'horizon. Donc, pour qu'on puisse la voir quand même, eh ben, je fais disparaître l'horizon. Hein, c'est ça qui est bien avec le logiciel, c'est qu'on peut regarder à travers. On peut regarder à travers l'horizon. Voilà, donc la Lune, le 26. Ah. Voilà, je veux la garder sous la main. Elle aura cet aspect-là.
Alors là, on est le 27, le 26, je reviens en arrière, hein, je fais marcher, voilà. Le 26 à 11h30 et à 12h30. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que c'est une éclipse lunaire? Hein, je vous le rappelle, c'est lorsque la Terre passe entre le Soleil et la Lune et qu'elle projette son ombre sur la Lune. Donc, pendant, voilà, pendant un certain temps, on voit l'ombre de la Terre, hein, vous la voyez, elle arrive par la gauche, là. On voit l'ombre de la Terre obscurcir la Lune, petit à petit. Et que se passe-t-il au moment de la totalité? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la Lune devrait complètement disparaître puisqu'elle est dans l'ombre de la Terre et qu'à ce moment-là, elle n'est plus du tout éclairée par le Soleil. Mais que se passe-t-il en réalité? Eh bien, on la voit devenir un petit peu ocre, un petit peu rougeâtre, comme vous le voyez là. Au lieu de disparaître complètement, elle prend cet aspect rougeâtre. Elle prend cet aspect rougeâtre et qui ne dure qu'un instant, hein, puisque très vite, voilà, très vite. C'est ça qu'on appelle une lune rousse? Non, ce n'est pas ce qu'on appelle une lune rousse. Une lune rousse, ça correspond à une date. Hein, ça correspond à la pleine lune de je ne sais plus quel mois, c'est une date. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la lune d'ailleurs. Hein, la lune rousse n'a rien à voir avec sa couleur. Voilà. Et la fin de l'éclipse, hein, on voit l'ombre de la Terre qui se retire. Et la Lune qui reparaît. Donc cette éclipse lunaire va se produire hein, le 26 mai, donc dans quelques jours, mais ne sera pas visible chez nous. Il faudrait être, je crois, dans le Pacifique hein, pour pouvoir l'observer. C'est au mois de juin et vers le 10 à peu près, je crois, qu'il y a aussi une éclipse de soleil qui devrait voir le jour. Je vérifie sur mes notes. C'est bien le 10 juin, voilà. Une éclipse annulaire de soleil. Vous voyez, le 10 juin. Le 10 juin, donc on a toujours notre lune ici. On a le soleil hein, qui est très proche. On va revenir un petit peu en arrière. Vous voyez ce qui se passera le 10 juin. Une éclipse partielle. Alors à Caen, ici on est à Caen encore. Donc à Caen ce sera une éclipse partielle, elle sera partiellement visible. Chez nous elle ne le sera pas. Pour qu'elle soit visible, il faudrait être dans une autre contrée, il faudrait être au Canada ou en Russie, en Sibérie. Voulez-vous qu'on se transporte au Canada? Allons-y. Quelque part par là, par exemple. Ah, une ville du Canada, Vancouver. Nous voilà à Vancouver. Que se passera-t-il à Vancouver? « 12 heures. À Vancouver, à 11h30, on sera dans cette configuration-là, vous voyez. Et puis le temps va passer, 11h25, 35. Vous voyez ce qui se passe? Alors ça ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein, on voit un croissant de soleil.
Et là, au moment de la totalité, vous voyez que le Soleil ne disparaît pas complètement derrière la Lune cette fois-ci. Il déborde. C'est ce qu'on appelle une éclipse annulaire. Hein, le Soleil forme un anneau autour de la Lune. Pourquoi? Comment explique-t-on ça? Que quelquefois la Lune cache complètement le Soleil et quelquefois elle ne le cache pas complètement. Vous savez que la Terre tourne autour du Soleil, non pas sur un cercle, mais sur une ellipse. Donc parfois elle s'approche un peu du Soleil, parfois elle s'en éloigne un peu. Et de la même manière, la Lune tourne autour de la Terre, non pas selon un cercle, mais selon une ellipse. Donc elle aussi, parfois, se rapproche un petit peu de la Terre et s'en éloigne un tout petit peu. Ce qui fait que lorsque le Soleil se rapproche, il nous apparaît un tout petit peu plus grand. Et lorsque la Lune s'éloigne, elle nous apparaît un tout petit peu plus petite. Et si l'éclipse se produit juste à ce moment-là, où le Soleil nous apparaît plus grand et la Lune plus petite, elle ne va pas le recouvrir complètement. À l'inverse d'une éclipse qui se produirait au moment où le Soleil nous apparaît plus petit parce qu'il est plus éloigné et où la Lune nous apparaîtrait plus grande parce qu'elle est plus proche. Et à ce moment-là, elle cachera complètement le Soleil. Ai-je été assez clair? Oui, je pense. Oui, c'est bon? Oui, il n'y a pas de question. Non. Voilà. Et puis Voilà. la fin de l'éclipse. Hein, la Lune libère le Soleil, sort de devant le Soleil. C'est tout bon? On revient chez nous? Oui. On revient Et chez nous? si, Guy, en revenant chez nous, est-ce que vous pourriez nous montrer le ciel à l'endroit où nous sommes en différentes saisons? Oui, bien sûr. Alors, pourquoi il ne veut pas revenir chez nous là? Allez, on va revenir à Grenoble. Voilà. Tiens, on va aller à la Bastille. Et puis on va revenir maintenant pour commencer, pour reprendre nos marques. D'accord? Voilà, nous voici de retour à Grenoble maintenant. D'accord? Là, on a retrouvé le ciel de ce soir. Voilà le ciel de ce soir. Alors là, je vais peut-être changer la façon de représenter le ciel parce que, voilà, ça sera plus explicite comme ça, je pense. Voilà. Voilà donc notre ciel de ce soir, si on regarde vers le sud. Alors pourquoi je dis si on regarde vers le sud? C'est vrai que nous, les astronomes amateurs, si vous voulez, on regarde beaucoup plus vers le sud que vers le nord. Pourquoi? Eh bien parce que c'est généralement vers le sud qu'on voit le plus de choses intéressantes. L'horizon nord est généralement beaucoup moins intéressant parce que les planètes déjà ont leur trajectoire hein, qui traverse le ciel d'est en ouest, mais au sud. Alors, voilà l'horizon qu'on a aujourd'hui. Alors, vous voulez changer de saison? Alors, eh bien, écoutez, on va sauter d'un mois, on va passer au mois de juin. D'accord? Vous voyez? Et si on continue, juin, juillet, vous voyez la Vierge qui était là aujourd'hui, qui était là au mois de juin, qui est là au mois de juillet. Vous voyez le Lion qui était là tout à l'heure au mois de mai, qui était là au mois de juin et qui est là au mois de juillet. Vous voyez? Vous voyez la Vierge, le Lion.
On saute d'un mois à chaque fois. Vous voyez? Le lion, la Vierge, le Bouvier, Hercule. Voilà, si on veut suivre Hercule, par exemple. Si on veut suivre Hercule, alors ça c'est aujourd'hui, 19 mai. Voilà le 19 juin. Le 19 juillet, vous le voyez, il est monté dans le ciel. Hein. Le 19 août. Je ne sais même plus où il est passé, là, ouais, là, il est là. Vous voyez? De plus en plus haut dans le ciel. Alors, au mois d'août, pour ceux qui fréquentent les nuits des étoiles habituellement, vous vous souvenez peut-être que, au mois d'août, justement, Hercule est très très haut dans le ciel, hein, il est pratiquement au zénith, vous voyez. La nuit des étoiles qui sera vers le 4 août, hein, cette année. Voilà, on aura donc Hercule hein, pratiquement au zénith. Les constellations les plus remarquables des nuits des étoiles, ce sont Hercule, la Lyre, avec l'étoile Véga, hein, qui est l'une des étoiles, qui est la deuxième, la plus brillante du ciel, après Sirius. L'étoile Véga, l'étoile Deneb, qui est la queue du cygne, et l'étoile Altaïr, qui est la queue de l'aigle. Ces trois étoiles forment ce triangle, qui n'est pas une constellation, hein, vous voyez, qu'on appelle le triangle d'été. Bon, pourquoi le triangle d'été? Parce qu'effectivement, il est très remarquable pendant tout l'été. Vous voyez, on le voit traverser le ciel pendant tout l'été. On parlait de galaxies tout à l'heure. On aura le plaisir d'observer celle-ci, hein, la très célèbre galaxie d'Andromède, qui est l'une des plus belles, hein, et puis l'une des plus faciles à observer aussi, parce qu'elle est relativement brillante, et qui a un petit compagnon qui s'appelle M110, qui est aussi une galaxie, hein, qui forme un système avec celle-ci. Et avec celle-ci également, M32, qui est aussi une petite galaxie satellite de la précédente. Alors pourquoi galaxie d'Andromède? Parce qu'elle se trouve dans cette constellation, qui est la constellation d'Andromède. Alors, voyez Andromède. Oui. Il y a une question. C'est quoi, la question est la suivante, c'est quoi l'écriture en turquoise? Quelle est la différence entre le bleu et le turquoise? Ah, ce ne sont pas les mêmes objets qui sont représentés. Vous voyez, en bleu, ce sont des objets, ce sont des nébuleuses, des galaxies, etc. Et là, en vert turquoise, ça symbolise les étoiles filantes. Vous voyez, les essaims d'étoiles filantes. Les Perséides, hein, qui sont le fameux essaim d'étoiles filantes du mois d'août. Hein, il est passé une époque, avant de parler de nuit des étoiles au mois d'août, on parlait de nuit des étoiles filantes, hein, si vous vous en souvenez, parce qu'on essayait de les faire justement au moment où ces étoiles filantes sont très, très remarquables dans le ciel. Bon, c'est toujours le cas, mais comme les étoiles filantes sont très capricieuses
on s'est aperçu que finalement, ce n'était pas toujours qu'on avait un beau spectacle d'étoiles filantes. Donc on a abandonné cette terminologie, ce qui ne nous empêche pas, lors de la vue des étoiles, de les repérer si elles sont effectivement remarquables, comme ça peut arriver quelquefois. Voilà l'explication de la couleur du label. Pourriez-vous nous parler des planètes telluriques et des planètes gazeuses et nous dire si on trouve ce même type de planète dans d'autres systèmes? Merci. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une planète tellurique? Une planète tellurique est une planète constituée comme la Terre, entre autres, hein, de roches. C'est une planète dure sur laquelle on peut marcher. La planète Mars, on a pu y déposer, vous êtes au courant, je suppose, de l'actualité, ça fait assez de bruit. On y a posé des engins dessus, des rovers, des hélicoptères, etc. C'est une planète tellurique. La planète Vénus est aussi une planète tellurique, bien qu'elle soit entourée d'une très épaisse atmosphère extrêmement dense. Et la planète Mercure, qui est la plus proche du Soleil, est une planète tellurique. Donc les 4 planètes les plus proches du Soleil, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, dans l'ordre, sont des planètes telluriques, c'est-à-dire dures, sur lesquelles on est capable de poser un objet. Elles sont rocheuses. Voilà, tellurique, ça veut dire rocheuse. Les 4 planètes suivantes du système solaire, donc les plus éloignées du Soleil, qui sont Saturne, Jupiter, Uranus et Neptune, sont des planètes gazeuses. Alors, ce sont les plus éloignées du Soleil, ce sont aussi les plus grosses, les plus volumineuses. Et par contre, donc, à la différence des planètes telluriques, ces planètes sont constituées de gaz, et uniquement de gaz, à part peut-être un petit noyau qu'on n'a encore jamais réussi à vraiment caractériser. Elles sont constituées de gaz, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas, on n'a jamais pu, on a tenté, on n'a jamais pu poser une sonde sur Jupiter ou sur Saturne. On y a envoyé des sondes qui se sont désintégrées dans cette lourde atmosphère gazeuse qui constitue la planète. En fait, elle n'est constituée que de cette atmosphère gazeuse. Elle n'est pas, on ne pose pas les pieds dessus. Il n'y a pas de surface rocheuse. Voilà la différence. Il y avait une deuxième partie à votre question? Oui, oui, trouve-t-on ce type de planète dans d'autres systèmes? Et je pense que Alors, dans le système solaire, le nôtre, c'est au-delà de la ceinture de Kuiper, je crois, où on trouve ces planètes gazeuses. Non, ces planètes gazeuses, on les trouve au-delà de la ceinture d'astéroïdes. Cette ceinture d'astéroïdes qui se trouve entre la planète Mars et la planète Saturne. D'accord? La ceinture d'astéroïdes, c'est autre chose. C'est beaucoup plus loin, c'est à l'extérieur de l'ensemble des planètes. C'est encore le système solaire, mais les planètes sont à l'extérieur. La ceinture, oui, vous parlez de la ceinture de Kuiper, c'est ça? C'est beaucoup plus loin. Pendant que vous nous parliez des planètes telluriques, à droite des Perséides, on a vu passer un satellite. D'accord. D'accord. J'y ai pas fait attention, j'y ai pas prêté garde, mais effectivement, vous voyez, ils sont représentés sur le planétarium. Oui, c'est possible. J'y ai pas prêté attention. Mais c'est hallucinant le nombre de satellites qui peuvent passer en une soirée, qu'on peut voir passer malheureusement parce qu'il y en a de plus en plus. Vous avez entendu parler des constellations de Starlink. Oui. Oui. Les Starlink, ce sont des microsatellites, c'est très petit, mais quand c'est éclairé par le soleil, c'est très lumineux. Et ils sont balancés actuellement par Elon Musk, par son entreprise SpaceX, à raison de par grappe de 60 d'un coup, à raison de plusieurs lancements par mois. D'accord? Vous imaginez la chose?
il y en a déjà des centaines, hein, voire des milliers. Hein, et l'objectif, c'est 42 000. Il y en a déjà plusieurs milliers. Sans compter que ça, c'est le programme SpaceX, mais que d'autres opérateurs ont le même projet de couvrir la Terre d'un maillage de satellites comparable, si vous voulez. Donc, je pense que dans quelques temps, dans quelques mois ou dans quelques années au mieux, on ne verra plus nos étoiles, on les verra très peu, on les verra entre les satellites. En fait, on verra surtout passer des trains de satellites. Hein, on verra surtout passer des trains de satellites, un petit peu dans toutes les directions. Hein, on verra comme ça ressemble à une étoile, un satellite, hein, quand on le voit. Eh ben, on aura l'impression de voir des étoiles traverser le ciel dans tous les sens. Et nos étoiles habituelles, eh ben, on les reconnaît. Il en passe un à côté de la galaxie de Bode. Oui. À droite, encore, allez-y. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, voilà. vous avez raison. On voit le petit point bouché. Je peux même vous dire qu'il s'appelle, vous voyez, il s'appelle NOS 32R. Vous voyez, il est parfaitement répertorié. Hein. Voilà, effectivement. Vous voyez, il traverse le ciel. Alors, ce satellite, ouais, en général, il traverse le ciel en quelques minutes. Hein. Ils ont des trajectoires extrêmement variées. Hein. Il y a des sites, hein, il y a des sites renseignés par la NASA qui nous permettent de savoir exactement quel est le satellite qui passe à tel moment, tiens, comme celui-ci par exemple. Ouais, ah bah c'est le même, oui. Voilà. Vous voyez encore une galaxie d'un type un petit peu qui ressemble un petit peu à celle qu'on a vue tout à l'heure. Alors, j'ai une autre question. Allez, je vous écoute. Que je vais vous lire. Moi, j'ai bien vu les Pléiades cet hiver. Pourquoi elles étaient bleues? Pourquoi on ne les voit pas l'été? C'est ça? Non, pourquoi elles étaient bleues, de couleur bleue? Ah, pourquoi elles sont de couleur bleue? Eh bien, parce que les étoiles qui la composent sont de couleur bleue. Alors, c'était cet hiver, parce qu'effectivement, en été, on ne les voit pas. Donc, on va revenir en arrière. On va revenir, tiens, au mois de mars, par exemple, au mois de février. D'accord? On va aller chercher les Pléiades. Hein, alors, pour ceux qui parlent de jargon, hein, les Pléiades, elles s'appellent M45. Voilà. Voilà les Pléiades. Effectivement, elles paraissent bleues, surtout si vous les regardez aux jumelles, parce que c'est un amas qu'on appelle, alors c'est pas un amas globulaire, hein, celui-ci, c'est un amas qu'on appelle, oh, le mot m'échappe. Allez, il me reviendra tout à l'heure. Un amas ouvert, voilà, c'est un amas ouvert. Vous voyez que les étoiles sont beaucoup moins rapprochées, elles sont beaucoup moins les unes sur les autres que dans un amas globulaire, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Ce sont des étoiles jaunes. Ce sont de nouvelles étoiles. Alors, quand on dit jeunes, elles peuvent avoir plusieurs millions d'années, hein, mais elles sont relativement jeunes dans leur vie d'étoile, si vous voulez, et c'est pour ça qu'elles ont cette couleur bleue, parce que, en fait, voilà, c'est la couleur des étoiles jeunes. Ai-je bien répondu? Vous voyez que les Pléiades, en fait, elles sont dans la constellation du Taureau. Hein? Vous voyez la constellation du Taureau? Une question de Régine. Pourrait-on voir la nébuleuse du crabe et son histoire? Alors, son histoire, en résumé, la nébuleuse du crabe, absolument, oui, on pourrait la voir, bien entendu. Bien entendu. Tiens, on va même revenir à la date d'aujourd'hui pour ça, pourquoi pas.
Hein, puisque la nébuleuse du Crabe, si je ne me trompe pas, elle est par ici. Elle est par ici. Non, ça c'est le Cancer. Ah, est-ce que j'ai confondu avec le Cancer, peut-être? Aïe, j'ai fait une mauvaise manip. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, j'ai rallumé le soleil, c'est pour ça que... Alors, si je fais F3, voilà, et que je demande Crabe, nébuleuse du Crabe. Là, voilà. Là, voilà. Là, voilà. Alors, on a parlé d'amas ouvert, on a parlé d'amas globulaire. Alors, la nébuleuse, c'est un autre, encore un troisième type d'objet. Hein, c'est essentiellement des gaz. Vous voyez, ces couleurs, ce sont des couleurs de gaz interstellaires. C'est souvent dans ces nébuleuses que prennent naissance des étoiles ou qu'elles meurent. C'est souvent le résultat de la mort d'une étoile et ces gaz donneront ensuite peut-être naissance à de nouvelles étoiles. Son histoire de la nébuleuse du Crabe, en fait, oui, je vois ce que vous voulez dire. Elle a été aperçue vers l'an 1000, je ne sais plus exactement, 1040 je crois. Elle a été aperçue comme un objet extrêmement lumineux, même en plein jour. On pouvait la voir en plein jour. Et c'est le moment où elle s'est formée, en fait, cette nébuleuse. Elle s'est formée, je vous disais tout à l'heure, hein, c'est souvent la fin de vie d'une étoile, c'est ce qu'on appelle une supernova. En fait, c'est l'étoile est en fin de vie, elle n'existe plus, elle explose. Elle explose. Cette explosion donne ce qu'on appelle une supernova, qui est extrêmement énergétique, extrêmement lumineuse. Et la puissance dégagée, l'énergie dégagée a été telle qu'effectivement, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, elle était visible à l'œil nu, hein, même en plein jour, hein, comme la planète Vénus, par exemple. Bon, et ensuite, elle a régressé, hein, son énergie s'est calmée, ça a diminué, sa luminosité aussi, et maintenant, bon, elle fait partie des objets, on va dire, ordinaires, hein, du ciel nocturne. C'est ça que vous vouliez entendre? On n'a pas de réponse. Ai-je bien répondu? Il n'y a pas d'écho. Il n'y a pas d'écho. Alors, où j'ai endormi le public? Vous voyez, elle est là, elle aurait été visible s'il avait fait nuit aujourd'hui à 19h, vous voyez. Dans l'alignement, on a un alignement caractéristique, hein, le Soleil, Vénus, Mercure et la nébuleuse du Crabe. Alors, il est vrai que bon, Vénus est tellement brillante que même si elle est assez proche du Soleil, on la voit fréquemment. Hein, on la voit fréquemment, soit le soir, au moment du coucher du Soleil. Voilà, dès que le Soleil est très proche de l'horizon, on voit briller Vénus, hein, dès que le ciel s'obscurcit un peu. Par contre, Mercure, qui est aussi toujours très proche du Soleil, c'est beaucoup plus difficile parce qu'elle est beaucoup moins lumineuse que Vénus, si vous voulez. Et elle est généralement très proche du Soleil. Actuellement, elle est à peu près
elle est proche de la distance maximale qu'elle peut avoir du Soleil. Vous voyez, elle n'est jamais plus loin que ça du Soleil. Vous voyez qu'elle est quand même toujours très très proche. Hein. Elle est toujours très proche. Vénus s'en éloigne un petit peu plus. Bon, pourquoi? Ben, tout simplement parce que l'orbite de Mercure est la première planète du système solaire, c'est la plus proche du Soleil, donc son orbite est la plus proche du Soleil, elle ne s'en éloigne jamais beaucoup. Vénus est la deuxième planète du système solaire, donc son orbite est quand même un peu plus étendue. D'accord? La troisième, on l'a vu tout à l'heure, c'est la Terre. Hein. Et la quatrième, c'est Mars. Mars qui peut effectivement, elle, être très loin du Soleil, hein, vu de la Terre. Et pareil pour les autres planètes, alors les planètes gazeuses, hein, qui sont beaucoup, beaucoup plus loin. Et voilà. Alors comment on appelle, lorsque par hasard, il se produit que deux planètes nous apparaissent à nous très proches l'une de l'autre, parce que dans leur course autour du Soleil, elles passent, vu de la Terre, dans la même direction. C'est ce qu'on appelle un rapprochement ou une conjonction. Alors là aussi, tiens, si on veut revenir un tout petit peu en arrière, en 2020, au mois de décembre, quel jour exactement, je ne me souviens plus bien, il y avait eu un rassemblement, un rapprochement caractéristique de de Saturne et de Jupiter. C'était vers 20 h, c'était quel jour du mois de décembre? Je crois que c'était vers le 10, vers le 11. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Saturne, alors là, elle est sous l'horizon. Voilà. Saturne et Jupiter, vous les voyez? Donc, vu de la Terre, vu de chez nous, elles étaient très, très proches. C'est ce qu'on appelle une conjonction ou un rapprochement. Quand on parle de conjonction, en général, c'est quand elles sont très, très proches. On parle de rapprochement quand elles sont un petit peu plus éloignées. On parle de conjonction quand elles sont vraiment très proches. D'autres questions? Non, je pense qu'il y en a plus. Alors, ce que je vous propose, Guy, c'est que nous souhaitions une bonne soirée à tout le monde et puis à une prochaine fois. Bonne soirée à tous et merci beaucoup d'avoir participé à cette séance